Platt. Sénateur Platt. Merci, Madame la Présidente. Nous ne sommes pas nombreux à avoir été ici lorsque le sénateur George Baker faisait partie de cette auguste chambre, mais le sénateur Baker se serait levé et aurait dit qu'il n'avait que quelques mots à dire sur le sujet. Alors, moi aussi, j'ai quelques mots à dire aujourd'hui au sujet du discours du trône et sur le legs de Justin Trudeau. Son legs est un legs de scandale. Chers collègues, nous sommes maintenant à la 9e année du règne de Justin Trudeau au pouvoir. Bien que les historiens écriront ce dont on se souviendra de lui, j'aimerais prendre quelques instants pour souligner quelques moments phares du legs du Premier ministre. Dans son rapport de 2015 sur les dépenses des sénateurs, l'ancien juge de la Cour suprême, Ian Daly, a noté les éléments suivants. Les sénateurs jouent eux aussi un rôle important lorsqu'ils posent des questions, lorsqu'ils apportent des critiques et lorsqu'ils demandent des comptes au gouvernement. Et dans les mots du Sir Walter Bagehot, il revient aux chambres du Parlement d'informer la nation lorsqu'il y a de la mauvaise administration. Il faut aussi modifier les choses pour les améliorer. Il faut apprendre à la nation ce qu'elle ne sait pas. Chers collègues, voici ce sur quoi porte ce discours. Nous devons apprendre des choses à la nation. Nous devons lui révéler ce qu'elle sait et ne sait pas sur Justin Trudeau, ou plutôt rappeler aux Canadiens ce qui s'est passé au cours des 9 dernières années. Je sais que certains d'entre vous aimeraient qu'il y ait un Sénat qui s'élève au-dessus de la partisanerie. Mais évidemment, lorsqu'un libéral dit que le Sénat Lorsqu'un libéral le dit, ça veut dire que le Sénat ne devrait jamais critiquer les libéraux. Leur définition de partisanerie est la suivante. Attaquer les libéraux, c'est partisan. Mais attaquer les conservateurs, c'est un débat démocratique. Nous ne tomberons pas dans ce piège, chers collègues. Pour citer le Premier ministre, si le Sénat a une utilité, c'est de servir de contrepoids au pouvoir extraordinaire du Premier ministre et de son cabinet. Et c'est ce que fait l'opposition conservatrice au Sénat depuis 2015. Et c'est ce que nous continuerons de faire aussi longtemps, tant que les libéraux s'accrocheront au pouvoir. Le premier aspect de l'héritage de Justin Trudeau, c'est son bilan et le bilan de son gouvernement en matière d'éthique. La motion sur le discours du trône est le meilleur moyen d'en parler. Et je vais aussi parler de la politique générale du gouvernement. Du point de vue historique, le Parti libéral du Canada a toujours engendré une culture de népotisme et de corruption. Mais les libéraux de Trudeau sont une espèce particulière de libéraux. Tout d'abord, ils sont entièrement incompétents. Donc, il y a eu toutes sortes de violations d'éthique, toutes sortes de gaffes, toutes sortes de gestes incompétents et toutes sortes d'autres problèmes. Les libéraux croient aussi que tout ce qu'ils font, même si ce n'est pas éthique, est fait pour une raison plus importante. Ils croient qu'ils sont au-dessus de la loi et que les règles d'éthique ne s'appliquent qu'aux simples mortels, donc pas à eux, les grands défenseurs de la justice. Je vais citer Andrew Cohen, qui a rédigé ceci dans le Globe and Mail en décembre dernier. Les libéraux ont toujours été à risque de corruption, mais les libéraux sont souvent corrompus par leur propre qualité. Parfois, c'est à cause de la vanité morale. C'est une image de marque du gouvernement Trudeau. C'est comme dans la prière des pharisiens. Ils disent qu'ils ne sont pas comme les autres. Mais malheureusement, ce n'est pas une loi. Les libéraux le croient réellement. Ils le croient si fort qu'ils sont incapables d'envisager qu'ils puissent
commettre des torts. Ce n'est pas parce qu'ils s'entourent de personnes qui les ressemblent, mais ils sont aussi entourés par des personnes qui pensent exactement comme eux et qui croient que tout ce qu'ils pensent est bon. C'était dans les mots d'Andrew Coyne. Cela signifie que Trudeau est presque est si aveugle aux situations d'éthique qu'il ne les comprend plus. Et ils sont sur le point de s'auto-flageller avant de déterminer qu'ils ont commis des torts. Et une fois qu'on comprendra qu'ils ont réellement commis des torts, ils vont vouloir qu'on les pardonne parce qu'ils vont dire qu'ils sont désolés et ils auront une petite larme au coin des yeux. Mais on sait qu'ils ne sont pas désolés et qu'ils sont de très bons acteurs. 15. Depuis 2015, les libéraux de Trudeau ont fait ce qu'ils font toujours, donner des contrats à leurs amis. Et bien sûr, un des prix les plus désirés de devenir juge. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, Dominique Leblanc a écrit au juge de la citoyenneté pour faire pression qu'il démissionne afin qu'il puisse nommer des libéraux à leur place. Les médias ont dit que des juges de haut niveau ont participé à des actifs de financement des libéraux avant d'être nommés par Trudeau. En fait, le journaliste a constaté que plus de 75 des juges canadiens nommés font des dons au Parti libéral. Au moins 6 juges actuels de la Cour supérieure pourraient avoir payé pour rencontrer le premier ministre ou la vice-première ministre lors de l'activité de financement du Parti libéral peu avant leur nomination. Le ministre de la Justice et le cabinet du premier ministre ont dû admettre qu'ils utilisaient la liste libérale avant de nommer les gens, de nommer des juges. C'est peut-être la raison pour laquelle le gouvernement semble incapable de nommer suffisamment de juges. Le réservoir de partisans libéraux se réduit de plus en plus. Par ailleurs, les nominations diplomatiques de Justin Trudeau ont suscité toutes sortes de problèmes. Le premier ministre a décidé de renvoyer Stéphane Dion, le pire ministre des Affaires étrangères depuis longtemps. C'était une bonne décision, mais les libéraux ont réussi à gâcher sa nomination en tant qu'ambassadeur en lui attribuant 2 postes différents. La nomination à l'UE a dû être annulée après les protestations de l'Union européenne. En ce qui concerne les nominations au Barclay d'un ministre anti-grâce, qui peut oublier John McCallum, qui était si mauvais qu'il a été renvoyé 2 fois, d'abord en tant que ministre, puis en tant qu'ambassadeur en Chine. Il avait simplement oublié qu'il travaillait pour le Canada en Chine et non le contraire. Un grand nombre d'amis de Trudeau ont été nommés à des postes diplomatiques. Cela ne poserait pas de problème si ces personnes nommées avaient reçu la rémunération normale des diplomates canadiens. Or, au moins 9 libéraux bien connectés ont été rémunérés en tant que diplomates au-delà du barème normal, dont 3 anciens ministres. Je ne conteste pas le fait qu'une personne ayant participé à la vie publique peut faire un excellent diplomate et que le premier ministre n'est pas obligé de nommer des diplomates de carrière en tant qu'ambassadeur ou consul. Mais qu'est-ce qui justifie que ces personnes nommées pour des raisons politiques soient mieux payées qu'un diplomate de carrière? Le coût de la vie à Paris, Londres ou New York est plus élevé pour un ami de Justin Trudeau que pour un bureaucrate? Voilà un très bon exemple de ce que les Canadiens appellent les droits libéraux, ce à quoi les libéraux pensent qu'ils ont droit. L'un de ces libéraux surpayés est Bob Rae, l'ambassadeur aux Nations unies, un ancien dirigeant libéral. Cet homme a réussi à insulter une liste de personnes sur Twitter, y compris le premier ministre britannique et le gouvernement du Québec. Est-ce là ce que l'on attend d'un ambassadeur sous le gouvernement Trudeau? Ces tweets ont-ils été autorisés par quelqu'un aux affaires mondiales? On ne le sait pas. J'ai déposé des questions au feuilleton à ce sujet
mais elle reste sans réponse après 2 ans. Ah oui, on devait changer le règlement pour que le sénateur Gould doive répondre aux questions. De toute évidence, notre ambassadeur bien rémunéré est tout sauf un diplomate et le gouvernement Trudeau aimerait qu'on oublie tout ça. En ce qui concerne les initiés libéraux, j'ai hâte de voir si l'ancienne ministre Caroline Bennett recevra un salaire supplémentaire pour son poste à Copenhague. Il y a aussi le cas de Dominic Barton. L'ancien PDG de McKinsey a été envoyé à l'ambassade de Pékin après que Justin Trudeau ait congédié John McCallum. Chez McKinsey, M. Barton a prêché la nécessité pour le Canada de se rapprocher de la Russie et de la Chine. Nous pouvons aujourd'hui nous rendre compte de l'absurdité de cette démarche. Il s'agissait de la dernière nomination politique en Chine, Trudeau réalisant maintenant que même s'il admire leur dictature, les Chinois ne lui rendent pas l'appareil. M. Barton est également considéré comme l'architecte de la politique libérale de la porte ouverte en matière d'immigration et de la Banque d'infrastructure, deux des nombreuses politiques désastreuses du gouvernement. Le rôle exact de M. Barton dans les affaires louches de McKinsey, pendant qu'il y était, n'est pas encore connu. C'est une société qui a conseillé Purdue Pharma dans sa stratégie visant à rendre des milliers de personnes dépendantes de l'Oxycontin et qui a accepté de payer près d'1 milliard de dollars à ce sujet. Faire confiance au PDG de cette organisation représente au mieux un sérieux manque de sens moral de la part de Justin Trudeau. Un autre libéral surpayé, bon ami de Justin Trudeau, David McNaughton, a été le premier et seul ambassadeur sur lequel le commissaire à l'éthique a fait enquête. En ce qui concerne le commissaire à l'éthique, à la suite de la démission de Mario Dion, le gouvernement libéral a décidé de nommer Martine Richard, la belle-sœur de Dominique Leblanc, pour le remplacer. Il ne voyait rien de mal à cela, jusqu'à ce que le tollé public force Mme Richard à démissionner. Pour citer à nouveau Andrew Coyne, ils sont littéralement incapables de concevoir qu'ils puissent faire quelque chose de mal. Nommer sa belle-sœur ne peut pas être considéré comme du népotisme quand on est libéral. Après le départ de Mme Richard, Justin Trudeau a laissé le poste vide pendant 6 mois. Il a ensuite nommé un bureaucrate de carrière au poste de commissaire intérimaire. Et après 6 mois supplémentaires, il a fait de l'intérimaire un poste permanent. Il est évident que les libéraux ne prennent pas ce poste au sérieux. Le fait que le gouvernement libéral soit de loin le plus mauvais élève de tous les temps en termes d'éthique explique probablement pourquoi il n'est pas intéressé par la nomination d'une personne qui n'est pas liée à lui et qui fera ce travail sérieusement. En parlant d'agents du Parlement, vous vous souviendrez de la décision du gouvernement Trudeau en 2017 de nommer Madeleine Meyer commissaire aux langues officielles avant de voir l'ancienne députée libérale de l'Ontario retirer sa candidature lorsqu'il est apparu qu'elle avait discuté du poste avec des membres clés du cabinet du premier ministre. Au-delà de mauvaises nominations, le gouvernement Trudeau a clairement pour objectif d'affamer les différents agents du Parlement en ne leur donnant pas suffisamment de ressources pour faire leur travail. Les libéraux s'assurent que l'étendue de leur incompétence et de leur corruption ne soit pas connue du public. Comme l'a dit la vérificatrice générale Karen Hogan, lorsque vous dépendez du financement d'une organisation que vous devez vérifier, cela peut avoir un effet sur votre indépendance. Le gouvernement Trudeau a même tenté de saper la crédibilité du directeur parlementaire du budget, qui a découvert que les politiques du gouvernement en matière d'environnement ne valaient pas le coup. Le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a attaqué le DPB, tandis que Gerald Butts l'a qualifié d'incompétent et l'a accusé d'avoir causé un réel préjudice à la politique environnementale, à la discussion politique au Canada. Les libéraux ne respectent
l'arbitre que lorsqu'ils ne signalent pas leur pénalité. Bien sûr, le gouverneur général ne fait pas partie du gouvernement, mais c'est le gouvernement qui recommande la nomination du gouverneur général. C'est le gouvernement qui gère le bureau du gouverneur général. Les anciens gouverneurs généraux ont une note de frais de 206 000 par an, en plus de leur pension annuelle de 150 000 à vie. Alors que vous disposez des détails des dépenses de tous les ministres, députés, sénateurs et de leur personnel, le public canadien n'a pas accès aux détails des dépenses des anciens gouverneurs généraux. Le bureau du secrétaire du gouverneur général n'est pas en mesure de fournir ce type de détails, avons-nous appris en 2021. Cette situation va non seulement à l'encontre de l'esprit d'ouverture du gouvernement promis par Justin Trudeau en 2015, mais ça laisse en suspens de nombreuses questions sur la manière dont l'argent des contribuables est dépensé. Julie Payette a été nommée gouverneure générale en 2017. Elle a été choisie par le premier ministre lui-même après qu'il a refusé de suivre le processus mis en place par le premier ministre Harper pour qu'il y ait un comité qui examine la nomination. Elle a été nommée sans avoir fait l'objet d'un examen approfondi. Un processus de vérification aurait montré qu'elle avait fait l'objet d'une enquête pour avoir renversé un piéton. Elle a montré qu'elle a fait l'objet d'une enquête pour violence à l'encontre de son conjoint. Et ça aurait montré que dans tous ses postes précédents, elle a dû faire face à des accusations de harcèlement. C'est ce que les médias nous ont appris après sa nomination. Mme Payette a immédiatement embauché sa bonne amie comme secrétaire principale. Elle a demandé des rénovations à Rideau Hall pour avoir la possibilité de sortir du bâtiment par l'arrière sans avoir à voir tous ces satanés touristes qui viennent visiter sa résidence. Elle a réussi à insulter les Canadiens qui croient en Dieu dans son premier discours. Elle a décidé de se mettre à son compte dans le discours du trône. Elle a demandé à ce qu'un avion de transport d'Ottawa-Mirabel, un vol de 20 minutes, pour pouvoir se rendre à son chalet avec des repas préparés par son chef de Rideau Hall. Lorsque les histoires concernant le traitement qu'elle infligeait à son personnel ont été rendues publiques, Justin Trudeau n'a eu d'autre choix que de renvoyer cette Marie-Antoinette des temps modernes. Cette débâcle a coûté des millions de dollars aux Canadiens, non seulement en dépenses frivoles, mais aussi en dommages et intérêts versés aux nombreuses victimes qu'elle a laissées derrière. S'il y a une nomination qui symbolise l'héritage de Justin Trudeau, c'est bien celle-ci. Faite sur une serviette de table, basée simplement sur la légende qui entoure la personne et non sur ses qualités réelles. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de véritable réflexion, pas de diligence raisonnable et des résultats désastreux. Ainsi, en 2021, même Dominique Leblanc a admis que, et je cite la presse canadienne, le fiasco de Payette montre la nécessité d'un processus de vérification plus rigoureux pour les gouverneurs généraux. Ils n'ont pas pu trouver un Canadien bilingue pour occuper le poste. Ça n'aura pas été si grave si notre gouverneur général actuel était une superstar. Au contraire, on entend parler d'elle que lorsque les médias sont en mesure de révéler ses dépenses somptuaires, comme 100 000 $ dépensés pour de la nourriture sur les vols vers Dubaï, soit l'équivalent de 218 $ par assiette. Ce voyage, au cours duquel elle a invité 40 amis et connaissances, a coûté aux contribuables canadiens 1,3 million de dollars. Les dépenses à Rideau Hall ont augmenté de 11 % en 2022 et on peut s'attendre à un chiffre semblable en 2023. Le coût du bureau vice-royal est maintenant d'environ 40 millions de dollars par an. Et même si cette somme est impressionnante, le gouvernement Trudeau a rejeté une demande de tous les partis en faveur d'une plus grande transparence des comptes de la gouverneure générale Mary Simons. On peut se demander pourquoi le gouvernement a si peur de montrer le détail de ses dépenses.
Non seulement Justin Trudeau a réussi à ternir la réputation du poste de gouverneur général en procédant à des nominations médiocres, il a également réussi à détruire l'excellente réputation de David Johnston, l'un des meilleurs gouverneurs généraux dont je me souvienne, en tentant de dissimuler son propre refus de défendre le Canada contre les intérêts et les menaces étrangères. Lorsqu'on a appris que la Chine avait réussi à s'immiscer dans les élections canadiennes, le premier ministre a tenté de dissimuler l'aide qu'il avait reçue du gouvernement communiste de Pékin en faisant appel à M. David Johnston. Trudeau a nommé son ami de famille, son copain de ski, son voisin de chalet et un membre de la Fondation Trudeau, financée par Pékin, à sauf au poste de rapporteur spécial destiné à légitimer une nouvelle dissimulation des libéraux. Après avoir nié pendant des mois les preuves évidentes d'un conflit d'intérêts, après avoir refusé de respecter la volonté du Parlement demandant une enquête publique et après avoir engagé des avocats et des consultants libéraux pour tenter de légitimer ce simulacre de procédure, le rapporteur du premier ministre a finalement fait ce qu'il fallait et a démissionné. Ce cirque a coûté aux contribuables canadiens des millions de dollars d'honoraires versés à des libéraux bien connectés pour rien. L'enquête publique ne fait que commencer, mais nous savons déjà que de nombreuses preuves de l'influence étrangère sur les résultats des 2 dernières élections ont été balayées sous le tapis par le rapporteur spécial. Le mélange d'incompétence et d'aveuglement volontaire, au plus haut niveau de la bureaucratie dans ce domaine, est tout simplement stupéfiant. Car, bien entendu, la pourriture est présente dans tout le gouvernement. Permettez-moi de passer rapidement en revue les plus grands scandales du gouvernement sous Justin Trudeau. Je ne les citerai pas tous, la liste est trop longue. Je ne vais présenter que quelques exemples. Il y a tout d'abord les fonds alloués au consultant antiraciste Bigot. Oui, vous avez bien entendu, des gens qui prétendent être contre le racisme, mais ce n'est qu'une façade. Laït Marouf, un antisémite violent bien connu, a reçu 500 000 $ du gouvernement Trudeau pour son travail sur le racisme. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. Le Community Media Advocacy Center de Montréal a également reçu des subventions, même si cette organisation publie régulièrement des diatribes antisémites. Le ministre Omar Al-Gabra n'a jamais expliqué comment une organisation antisémite qui a qualifié l'Holocauste de canular et fait l'éloge de meurtres de Juifs a été invité à une réception qu'il a organisée sur la colline du Parlement. Et il y a d'autres exemples aussi. Il n'est donc pas surprenant que les libéraux soient sélectifs quant au racisme à combattre. Ils financent un groupe appelé Canadian Anti-Hate Network qui admet lui-même qu'il ne s'occupera pas de l'antisémitisme et des groupes de gauche parce qu'il se concentre sur la haine de l'extrême droite. Il n'y a pas de haine du côté de la gauche. Les consultants ne sont pas seulement les seuls à être antisémites. Les libéraux embaucheront également des antisémites dans les cabinets ministériels. Un conseiller juridique principal du ministre libéral des Relations de la Couronne et des Autochtones a partagé des messages sur les médias sociaux approuvant la violence révolutionnaire palestinienne et soutenant la libération palestinienne par n'importe quel moyen. A utilisé un mot-clé appelant la destruction d'Israël. Il y a aussi le cas d'Amira El-Gawabi, la soi-disant représentante spéciale pour la lutte contre l'islamophobie, qui a déclaré un jour que les 10 années de Stephen Harper en tant que premier ministre avaient été plus douloureuses que le 11 septembre. Son champ d'action est très étroit. Elle ne voit qu'un seul de discrimination, la voit partout et ne la voit venir que du côté droit. Une autre personne, nommée par les libéraux à grands frais, qui n'apporte rien et n'a aucune crédibilité. Permettez-moi d'aborder un autre type de scandale libéraux. Tous les sénateurs ici présents le savent, les temps libéraux sont toujours bons pour les initiés libéraux.
Patronage, népotisme, argent qui coule à flot vers les bons amis et les alliés politiques, cela a toujours été l'apanage de gouvernements libéraux à Ottawa. Ce n'est donc pas surprenant que nous en ayons vu beaucoup au cours des 8 dernières années. Il est bien connu que plusieurs initiés libéraux ont gagné beaucoup d'argent suivant la légalisation du cannabis. FinDev Canada investit 43,4 millions de dollars. Oui, je répète la somme, 43,4 millions dans une société de téléphonie kenyane, M-Copa. Jesse Moore, un activiste de Toronto qui a des liens avec les libéraux, était le propriétaire de cette société. L'intérêt pour les Canadiens d'investir dans une société de téléphonie en Afrique, alors que nous, ici, payons les tarifs de téléphonie mobile parmi les plus élevés au monde, était déjà douteux. Mais d'avoir perdu tout cet argent rend la chose encore plus ridicule. Le gouvernement Trudeau a versé de l'argent à Canada 2020 pour parrainer une conférence au cours de laquelle des ministres libéraux sont intervenus. Canada 2020 est un groupe de réflexion qui se décrit comme progressiste et qui est dirigé comme Tom Pitfield, ami de longue date de Justin Trudeau et époux de la députée libérale Anna Gainey, qui est elle-même ancienne présidente du Parti libéral du Canada. Technologie du développement durable au Canada est désormais comme étant connue sous le nom de la Caisse noire, mais verte, des libéraux. Plus de 150 millions de dollars ont été détournés vers des entreprises appartenant à des membres du conseil d'administration. Le président du CA et le directeur général ont tous deux démissionné. Le gouvernement tente de nous faire croire qu'il a été pris par surprise. Mais désormais, nous savons que le ministre avait été averti il y a plusieurs années qu'il y avait un problème. Comme d'habitude, le gouvernement s'efforce d'étouffer cet autre scandale en donnant de l'argent à des experts conseils pour qu'ils préparent des rapports, et ce tout en empêchant toute véritable enquête avec la complicité du NPD. Mais le sénateur Gold nous dit toujours, on prend ça au sérieux. Le gouvernement prend ça au sérieux. En 2020, Medicago Incorporé, une entreprise de la circonscription de Jean-Yves Duclos, a reçu 150 millions de dollars pour des vaccins contre la COVID-19 qui n'ont jamais été livrés. La firme a aussi reçu 173 millions de dollars en subventions de recherche. Le tout totalise 323 millions de dollars en aide fédérale. Medicago devait construire une usine de vaccins, mais ça non plus, ça ne s'est jamais produit. Une fois de plus, les libéraux, aidés de leurs amis, ont empêché toute enquête sur les raisons pour lesquelles les contribuables ont payé une telle somme, mais n'ont absolument rien reçu en retour. La crise de COVID a été synonyme de bar ouvert pour les contrats de gré à gré aux initiés libéraux. Nous n'en connaîtrons jamais l'ampleur, effectivement, parce que le gouvernement a toujours refusé catégoriquement de rendre compte en détail de l'argent dépensé. C'est grâce aux questions répétées de l'opposition conservatrice au Sénat. Oui, c'est grâce à l'opposition conservatrice au Sénat qui a, à force de répéter ces questions, permis aux sénateurs d'apprendre que la société de conseil Accenture a reçu un contrat de 208 millions de dollars pour gérer le programme de prêts aux entreprises en cas de pandémie. Une chose que la fonction publique aurait pu faire, ou aurait dû faire. La majeure partie du travail a été effectuée à partir des bureaux brésiliens d'Accenture, et le gouvernement a menti à ce sujet pendant des mois. Je parlais d'experts conseils qui ont eu la vie belle sous Justin Trudeau. Les libéraux dépensent maintenant plus de 21 milliards. Oui, c'est milliards de dollars par an pour des consultants. Même si la fonction publique a augmenté de 100 000 personnes depuis 2015. Malgré cela, Justin Trudeau a doublé le montant de l'argent des contribuables qui sont acheminés aux consultants. McKinsey, la firme de Dominic Barton, le type dont je vous ai déjà parlé, a reçu plus de 100 millions de dollars depuis que son ami Justin Trudeau est arrivé au pouvoir. KPMG, Deloitte, PwC, EY, tous se sont enrichis sous ce gouvernement. La situation est tellement grave que les libéraux ont passé un contrat avec KPMG pour étudier comment réduire le nombre de contrats octroyés aux consultants. Ce serait risible si ce n'était pas si triste. C'est pas étonnant que ce gouvernement soit en faillite morale. Et cela vient d'en haut de la hiérarchie. Katie Telford et Jerry Butts ont reçu plus de 200 000 $ pour s'installer à Ottawa. Alors cela faisait déjà des années qu'ils travaillaient dans le bureau de Justin Trudeau, qui était situé où? Ben ici, à Ottawa.
J'imagine que, bon, fallait payer leur déménagement de l'autre côté de la rue. Permettez-moi de passer à ce qui est, selon moi, le podium. Les 3 principaux scandales du gouvernement libéral jusqu'à présent. Jusqu'à présent, hein, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir peut nous apprendre sur la corruption des libéraux. Chacun de ces points pourrait faire l'objet d'un livre, ou sinon un long chapitre dans la biographie de M. Trudeau. Je n'entrerai pas dans les détails, mais je vous rappellerai les faits. Le premier scandale du top 3, c'est le scandale SNC-Lavalin. Tout a commencé lorsque les libéraux ont introduit en douce une modification du Code criminel dans un projet de loi budgétaire afin de permettre au gouvernement de conclure des ententes avec des sociétés reconnues coupables de corruption. Encore une fois, hein, on sait qu'il y aura des gens corrompus, alors on va leur trouver une façon de s'échapper en douce. Ces modifications se sont produites après des mois de lobbying intense de la part des responsables de la SNC et de leurs avocats auprès de plusieurs responsables libéraux, y compris au sein du cabinet du premier ministre. La Société d'ingénierie de construction SNC-Lavalin a fait l'objet de plusieurs allégations de corruption de fonctionnaires au Canada et dans le monde entier. Le premier ministre lui-même a fait pression sur la procureure générale, Jody Wilson-Raybould, pour qu'elle signe un accord et que SNC ne soit pas troublée sur le plan juridique. La procureure était d'avis que SNC ne répondait pas aux critères énoncés dans les dispositions ajoutées au Code criminel quelques mois auparavant, mais le premier ministre a envoyé son conseil le plus écouté et le greffier du conseil privé pour faire comprendre à la ministre qu'elle devait obéir. Sinon, eh bien, la ministre Wilson-Raybould avait plus de crédibilité que quiconque au sein du BPM, et elle n'a pas bougé d'un iota. C'est la raison pour laquelle elle a été transférée au ministère des Anciens combattants, pavant ainsi la voie au procureur général David Lametti, qui n'avait pas la même probité morale que Mme Wilson-Raybould. Tellement heureux de faire partie du cabinet, lui, qu'il s'est contenté de signer tous les documents que Justin Trudeau lui ordonnait de signer. Lorsque ce scandale a été inventé, le premier ministre a déclaré que ce qui est dans le Globe and Mail est faux. Mais ce n'était pas faux, bien sûr. C'est Justin Trudeau qui a menti. Et son bureau a tenté de ruiner la réputation de Mme Wilson-Raybould dans les médias. Mais ça n'a pas fonctionné. Trudeau a perdu, moi je vous soumets là, ses 2 meilleurs ministres à l'époque, Mme Wilson-Raybould et Mme Jane Philpott. Et son conseiller de confiance, Jerry Butts, a été contraint de démissionner. Le greffier du conseil privé a suivi peu après. Un véritable gâchis politique et un échec cuisant en matière d'éthique. Mais l'affaire SNC-Lavalin ne s'est pas limitée à une simple violation des règles d'éthique. Le premier ministre a tourné en dérision la séparation des pouvoirs entre son cabinet, son bureau et le procureur général. Il était si incompétent, ou sinon si corrompu, qu'il a fait fi des principes de Shawcross afin d'aider ses amis à échapper aux poursuites pénales. Et pour arriver à ses fins, il a jeté sous le tapis la première ministre de la Justice autochtone. Le deuxième membre du top 3 des scandales de Trudeau, c'est l'association We Charity, ou la Fondation Unie. Vous vous souviendrez que le gouvernement a signé un contrat avec la Fondation Unie qui aurait permis à cette organisation de distribuer près d'1 milliard de dollars aux jeunes Canadiens. La Fondation Unie est une organisation qui entretenait des liens étroits avec la famille Trudeau et avec le ministre des Finances de l'époque, ainsi qu'avec le bureau du premier ministre et le Parti libéral en général. Des membres de la famille Trudeau ont été payés par la Fondation Unie. Bill Morneau et sa famille ont été invités à un somptueux voyage en Afrique par la Fondation. Une des questions qui continue à me tracasser à propos du scandale de la Fondation Unie, c'est de savoir pourquoi le premier ministre et ses ministres pensaient que c'était une bonne idée de confier à un tiers cette initiative, alors que le dit tiers n'avait aucune expérience pertinente. Or, ils avaient 1 milliard de dollars à distribuer à un groupe de personnes non définies sur la base de critères si vagues que l'on pouvait y mettre n'importe quoi. À première vue, ce programme n'avait aucun sens. Il s'agissait simplement d'une opération qui visait à bien paraître et qui consistait à distribuer de l'argent à de faux entrepreneurs sociaux.
Il est sidérant que la Fondation Unie ait pu réussir à quelques vérifications préalables que ce soit avant qu'on se rende compte que le tout est basé sur des mensonges et des tromperies. Lorsque les médias ont commencé à gratter la surface, le château de cartes qui était la Fondation Unie s'est effondré. Mais heureusement, le programme a été stoppé net. Non pas parce que Justin Trudeau et ses ministres ont soudain réalisé qu'ils avaient commis une erreur. Non. C'est parce que les conflits d'intérêts évidents ont été mis à nu. Les libéraux n'ont jamais pensé qu'il pourrait y avoir des problèmes avec le choix de la Fondation Unie pour faire ce travail. Il est incroyable qu'il puisse y avoir autant de conflits d'intérêts convergeant vers un programme gouvernemental. Et pourtant, cela n'a suscité aucune inquiétude au sein du cabinet du premier ministre ou du gouvernement. Il n'existe aucune explication pour cela, si ce n'est que le gouvernement est tellement aveuglé par l'éclat de son propre pharisaïsme qu'il n'est même plus capable de reconnaître un manquement à l'éthique lorsqu'il lui saute aux yeux. Ils ne peuvent même pas appliquer le gros bon sens à une décision. On a pu voir le premier ministre et son cabinet agir avec stupeur, présenter de tièdes excuses, comme s'ils n'avaient pas la moindre idée de ce qui se passait. On pouvait le voir dans les regards agacés qui traversaient leur visage lorsque l'opposition, parfois même la presse libérale, leur posait des questions. On aurait dit qu'ils étaient offensés que quiconque ose remettre en question leur motivation. Ils sont tellement imbibés de leur propre bien-pensance qu'ils croient qu'elle est réelle. Le troisième scandale de ce podium, c'est Arrive Scam ou Arnaque Can. J'ai déjà parlé de ces contrats lucratifs de gré à gré plutôt qui ont été accordés pendant l'épidémie de COVID un peu partout tout le temps. Le gouvernement Trudeau a englouti des dizaines de milliards de dollars dans toutes sortes de produits, toutes sortes de services. Il est désormais de plus en plus manifeste qu'il n'y avait aucun garde-fou, que l'argent ne posait aucun obstacle. Le gouvernement a dépensé plus de 60 millions de dollars pour une application mobile qui devait coûter 80 000 dollars. En fait, l'application a été mal conçue et elle était défectueuse. C'est encore grâce au travail des conservateurs que la vérificatrice générale a été invitée à enquêter sur ce sujet. Son rapport était accablant. Elle a mis à jour un système de corruption dans toute la bureaucratie où des bureaucrates se font passer pour des experts conseils, où des contrats sont accordés à de fausses organisations, où le travail est effectué après que plusieurs tiers aient pris leur part du gâteau. Par exemple, GC Strategies et ses partenaires sont devenus multimillionnaires sous le gouvernement Trudeau et ont admis qu'ils étaient payés jusqu'à 2600 dollars de l'heure pour recruter et ne faire aucun travail informatique réel. Et nous ne connaissons pas toute l'étendue de ce scandale parce que le groupe NPD, la coalition en fait NPD libérale, qui œuvre pour la dissimulation, tente désespérément d'empêcher les médias et les députés de faire toute la lumière sur la manière dont Trudeau a donné des millions de dollars à une société informatique douteuse, composée de 2 personnes et qui n'a effectué aucun véritable travail. Ce que l'on découvre, peu à peu, c'est que ce système pourri n'a pas seulement profité à Arnaque Can, mais qu'il s'étendait aussi à l'ensemble de l'administration Trudeau. Nous savons maintenant que la GRC fait enquête sur les accords liés à l'application, mais ce n'est pas suffisant. À mon sens, tous les contrats à fournisseurs uniques conclus dans le cadre de la COVID devraient être rendus publics et accompagnés d'une explication quant à leur nécessité, à la raison pour laquelle le contractant a été sélectionné, à la manière dont le prix a été fixé et à la personne qui a autorisé le contrat. Le scandale Arnaque Can montre que les sociétés, les agents et les sociétés d'État ne sont pas à l'abri de ce mélange libéral d'incompétence et de corruption. Au cours des 8 dernières années, de nombreux PDG de ces sociétés et agences, PDG nommés par le gouvernement, ont quitté prématurément leur poste et surplombés d'un nuage de soupçons. Je pense au Conseil national de recherche, à Via Rail, à la Banque de l'infrastructure. Parce que ce gouvernement est allergique à la transparence et donc il est impossible de savoir pourquoi ces personnes ont été licenciées. En ce qui a trait le fait que les libéraux ne nous disent pas la vérité, il y a eu une fuite à Statistique Canada sur les chiffres du marché d'emploi 2020. Bloomberg l'a rapporté, cela a fait fluctuer la valeur du dollar canadien. 4 ans plus tard, nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé, qui est à l'origine de la fuite, si quelqu'un s'est enrichi, si quelqu'un s'est fait prendre.
J'ai déjà dit, quand les libéraux sont en pouvoir, c'est une bonne chose, mais que pour les libéraux. Au cours des 8 dernières années, toutes les sociétés d'État ont continué à verser des primes exorbitantes, des bonus somptuaires à leurs dirigeants, alors que ces sociétés perdaient de l'argent ou n'atteignaient pas leur objectif. On peut citer la BDC, EDC, la Banque d'infrastructure. Dans la fonction publique de Justin Trudeau, on ne reçoit pas des primes en fonction de notre performance. Il s'agit simplement de revenus garantis. J'ai récemment reçu une réponse à l'une de mes questions inscrites au feuilleton. L'an dernier, EDC a versé plus de 40 millions de dollars en primes. Cela représente une moyenne de 19 000 dollars par employé. Le pire cas, c'est sans doute celui de la CBC, où la PDG a eu le culot de se plaindre de compression budgétaire imaginaire, d'annoncer des licenciements de masse et ensuite d'accorder environ 15 millions de dollars de primes à ses dirigeants. Examinons maintenant tous les députés impliqués dans des scandales au cours du mandat de Trudeau en tant que premier ministre. George Chahal, député de Calgary, a été surpris en train de voler des documents d'un autre candidat dans une boîte aux lettres. Han Dong s'est retiré du caucus libéral en mars 2023 après la publication par Global News d'un rapport alléguant qu'il avait conseillé à un diplomate chinois de haut rang en 2021 d'attendre que Pékin libère Michael Kovrig et Michael Spavor détenus par la Chine à l'époque. Le ministre Dominique Leblanc a déclaré qu'il prévoyait obtenir des informations des agences de renseignement du Canada lorsqu'il a été chargé d'examiner les perspectives de retour du député Han Dong au sein du caucus libéral. C'était il y a 1 an, ça. Et M. Dong n'est toujours pas membre du caucus. Alors, soit le ministre Leblanc n'a pas trouvé un moyen d'absoudre M. Dong, ou il a reçu la confirmation que Dong ne devait pas être autorisé à revenir au sein du caucus, mais on ne le sait pas. Le conjoint de fait de la députée libérale Lisa Hepfner a dû rembourser les prestations d'intervention d'urgence du Canada qu'il avait reçues sous de faux prétextes. La députée Pam Damoff, secrétaire parlementaire, a fait pression au nom de donateurs du Parti libéral opposé au projet de loi C-280. Elle a assisté aux réunions du comité de l'agriculture, même si elle n'était pas membre, et elle a été la seule députée à voter contre le projet de loi C-280. S'il y a une chose qui est sortie du scandale Arnaque Cannes dont j'ai parlé précédemment, c'est l'abus de certains programmes destinés aux populations autochtones. Il n'est pas étonnant que cette pratique soit désormais répandue au Canada. Même des députés libéraux prétendent être autochtones alors qu'ils ne le sont pas. Le député de Nickel Belt, Marc Serré, affirme qu'il continuera à s'identifier comme autochtone, en dépit du fait qu'il a été retiré de la liste des Algonquins de l'Ontario lors d'une récente mise à jour du registre. Il prétend être Algonquin parce qu'il a un ancêtre algonquin né aux alentours de 1630. Greg Fergus, qui avait déjà été pris en flagrant délit de violation des règles régissant l'éthique en tant que secrétaire parlementaire du premier ministre après avoir écrit une lettre au CRTC pour soutenir une chaîne de télévision dont il était saisi, ce qui a conduit un commissaire à l'éthique exaspéré à demander une formation obligatoire sur les questions de conflit d'intérêts pour tous les ministres et pour tous les secrétaires parlementaires. Depuis qu'il a été choisi comme président, il a été pris dans une série d'actes répréhensibles, au pliant apparemment à chaque fois qu'en tant que président, il ne devait pas être impliqué dans la politique partisane. Et qui peut oublier qu'un ancien soldat des SS a été invité au discours du président Zelensky à la Chambre des communes. Le gouvernement Trudeau s'est empressé d'attaquer le président de la Chambre pour cette affaire et de lui faire partie l'odieux de la situation. Mais lorsqu'il a été souligné que le premier ministre lui-même avait invité l'ancien nazi à une réception à Toronto, le cabinet du premier ministre est demeuré muet à ce sujet. Curieux, si Justin Trudeau appliquait à lui-même les mêmes critères que ceux qu'il a appliqués à Anthony Rota, il aurait, lui, démissionné. C'est ce qu'il aurait dû faire. Et ça, c'est ce qui s'est passé depuis les dernières élections seulement. Jetons d'ailleurs un coup d'œil au panthéon libéral de la honte pour la période 2015-2021.
Le député libéral William Amos a été surpris à 2 reprises dans des positions indécentes lors de la séance de la Chambre des communes par Zoom. La députée libérale Yasmine Ratansi employait à tort sa sœur et la rémunérait avec l'argent des contribuables et cachait délibérément cette information aux Canadiens. Le député libéral Ramesh Sangha a été exclu du caucus libéral en janvier 2021 après qu'il eut accusé plusieurs autres députés libéraux de soutenir le mouvement khalistanais. Le député libéral Darshan Singh Kang a dû quitter le caucus libéral en 2017 à la suite d'accusations de harcèlement sexuel. Le député libéral Nicolas Di Iorio ne s'est pas présenté au travail pendant 1 an après qu'il eut annoncé sa démission en 2018. Mais ensuite, les Canadiens ont découvert qu'il n'avait pas réellement démissionné. Il continuait à percevoir son salaire de député, même s'il travaillait à temps plein pour un cabinet d'avocats à Montréal. Et à l'heure où on se parle, bien, la situation n'a jamais été clairement expliquée par Trudeau et les libéraux. Le député libéral Raj Grewal a admis avoir accumulé des millions de dollars en dette en jouant au blackjack dans les casinos et a fini par démissionner du caucus libéral en 2018 après que la nouvelle soit sortie. C'était à la suite d'une enquête de la GRC. Après avoir soudainement annoncé qu'il avait remboursé ses dettes à 7 chiffres, il est resté député jusqu'à la fin de la session parlementaire. Vous vous souvenez peut-être que M. Grewal faisait déjà l'objet d'une enquête du commissaire fédéral à l'éthique à l'époque et qu'il a été reconnu coupable de violation de conflit d'intérêts. Ensuite, il y a eu le député libéral Marwan Tabaha. Il a été autorisé à se présenter à nouveau pour le Parti libéral lors des élections de 2019, alors que des allégations détaillées de harcèlement sexuel avaient été formulées à son égard. Après avoir été arrêté en avril 2020, il est resté dans le caucus pendant près de 2 mois parce que le cabinet du premier ministre a affirmé qu'il n'était pas au courant. Il a fallu un article de journal pour que les libéraux le chassent du caucus. Ensuite, le député libéral Frank Bayliss a signé l'un de ses juteux contrats à source unique avec le gouvernement libéral pendant la COVID-19. Il a reçu 237 millions de dollars. Les chiffres de l'Agence de santé publique du Canada révèlent que plus de 90 des 10 000 ventilateurs de la Bayliss Medical Company achetés par l'entreprise n'ont jamais été utilisés dans une clinique ou un hôpital. Malheureusement, ces manquements à l'éthique étaient encore plus graves parmi les membres du Conseil des ministres. Je vous donnerai quelques exemples. Comme ils sont nombreux, je procéderai par ordre alphabétique. Le mari d'Anita Anand a bénéficié d'un de ses contrats juteux de COVID. Life Labs a reçu des dizaines de milliers de dollars dans ses contrats juteux de COVID dont j'ai parlé. Ils vendent des trousses de dépistage. Le mari d'Anita Anand, John Knowlton, est directeur de Life Labs. La division Life Labs a reçu de multiples contrats d'une valeur de plusieurs millions de dollars depuis qu'Anand a été élu au Parlement en 2019. Navdeep Bains était ministre de l'Industrie et, à ce titre, avait promis de sévir contre les grandes sociétés de télécommunications qui surfacturent des services Internet et de téléphonie. Devinez quoi? Il s'est trouvé un emploi chez Rogers après avoir quitté le gouvernement. La commissaire au lobbying s'est dite frustrée par la situation, mais les libéraux trouveront toujours des échappatoires si cela leur permet de gagner plus d'argent. Bill Blair a menti à plusieurs reprises et s'est immiscé dans le travail de la GRC concernant la pire tuerie de l'histoire du Canada à Port-à-Pic, en Nouvelle-Écosse. Alors qu'il était président du Conseil du Trésor, Scott Bryson a tenté de bloquer l'approbation du contrat de construction d'un navire de ravitaillement naval au chantier naval de Davie, au Québec, parce qu'il avait subi les pressions de la puissante famille Irving du Nouveau-Brunswick, propriétaire d'un chantier naval concurrent à Halifax. Le ministre Bryson a également tenté de faire valoir qu'il n'était pas nécessaire de mettre en place un système de contrôle de conflits d'intérêts pour l'empêcher de participer à des décisions gouvernementales impliquant 2 des familles les plus riches du Canada, bien qu'il ait présidé l'une de leurs sociétés d'investissement et que son épouse ait continué à siéger au conseil d'administration de l'entreprise. François-Philippe Champagne,
possédait 2 appartements à Londres d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Ces hypothèques ont été contractées auprès d'une banque chinoise. Il est en effet étrange qu'un Canadien vivant au Royaume-Uni doive s'adresser à une banque chinoise pour obtenir un prêt hypothécaire. Judy Foote a été impliquée dans l'affaire Mark Norman, dont je parlerai dans un instant. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle a démissionné pour des raisons de santé. Mais soudain, sa santé s'est améliorée et elle a été récompensée par le poste de lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve-et-Labrador. Stephen Guilbeault a oublié de payer ses impôts. Ce qu'il n'a jamais oublié, c'est de voyager, surtout en Chine. Ce ministre parcourt le monde, occupé à faire la leçon aux Canadiens, tout en tapant dans le dos des fonctionnaires chinois ou des Émirats du Golfe. Catherine McKenna et Jonathan Wilkinson, ses prédécesseurs, étaient pareils. Ils parcouraient le monde pour faire la leçon aux gens du peuple en leur disant qu'ils devaient se rendre au travail à vélo. La ministre des Affaires étrangères a vu que son personnel du cabinet n'a pas lu un courriel indiquant que son ministère envoyait un représentant à une fête organisée par l'ambassade de Russie. Nous avons donc eu un représentant à une fête où il buvait de la vodka avec des fonctionnaires russes juste après que Poutine ait envahi l'Ukraine. Ne pas lire ces courriels est une caractéristique des ministres Trudeau et de leur personnel. C'est l'excuse utilisée par Bill Blair et Marco Mendicino, et bien sûr par Justin Trudeau. Lorsque David Lametti a été chassé du cabinet, beaucoup se sont demandé pourquoi. Il avait beaucoup travaillé pour Trudeau. Eh bien, au cours des dernières semaines, on a appris que Lametti avait annulé un verdict de meurtre au premier degré contre Jacques Delisle, un ancien juge, alors que tous les experts s'opposaient à cette décision. Lametti et le gouvernement refusent d'expliquer pourquoi il a agi de la sorte, même si Delisle a plaidé coupable d'homicide involontaire par la suite. Vous avez tous entendu les non-réponses du sénateur Gould à nos questions sur ce sujet. Qu'en est-il de Dominique Leblanc qui, malgré ses liens avec la puissante famille Irving, a été nommé ministre des Pêches, Océans et de la Garde côtière canadienne? Il a dû consulter le commissaire à l'éthique pendant des semaines afin de déterminer comment contourner ce conflit d'intérêts évident. Puis, il y a eu la fois où le ministre Leblanc a fait l'aller-retour entre Moncton et Montréal à bord d'un jet appartenant à J.D. Irving. Il n'y a rien à voir. Mais lorsque le ministère à l'éthique, Mario Dion, a déclaré le ministre Leblanc coupable d'avoir enfreint la loi sur les conflits d'intérêts pour des raisons suivantes, il a attribué une licence lucrative de pêche à la martre de Stimson à une entreprise liée au cousin de sa femme et il n'a pas pu s'en défaire. Parlant de Dominique Leblanc et de Scott Bryson, on ne connaît toujours pas leur rôle exact dans l'affaire du vice-amiral Norman. Les libéraux ont tenté de revenir sur un contrat pour un navire de ravitaillement afin de le rendre au Irving. Lorsqu'ils se sont fait prendre, ils ont décidé d'obtenir la tête du vice-amiral Norman. Le premier ministre l'a même envoyé au tribunal avant que la police n'ait complété son enquête. Scott Bryson et Judy Foote ont quitté leur poste et les contribuables ont fini par être facturés pour une somme d'argent non divulguée versée au vice-amiral Norman. Il s'agit là d'une dissimulation de premier ordre. Le cas de Marco Mendicino était désespéré. Conflit d'intérêts, courriel non lu, mensonges éhontés en public, incompétence pure et simple. Lorsque vous êtes si mauvais que même Justin Trudeau pense que vous êtes mauvais, vous avez touché le fond. Un jour, je ferai peut-être un discours uniquement sur Marco Mendicino. J'aurai peut-être besoin de mon temps illimité pour le faire. Il arrive que des ministres organisent des collectes de fonds hors de leur circonscription. Mais quand on représente le centre-ville de Montréal, c'est étrange. C'est encore plus étrange si cette collecte se passe à New York. New York, aux États-Unis. À ma connaissance, c'est une première et cet honneur revient à Mark Miller. Maria Monsef a dû admettre qu'elle n'était pas réellement née en Afghanistan, comme elle l'avait dit et fait croire pendant plusieurs années. Bill Morneau est un autre ministre enclin au scandale. Il a commencé sa carrière politique en violant la loi électorale, ce qui lui a valu une amende. Et c'est le même ministre des Finances qui a oublié de déclarer sa villa en France dans son rapport d'éthique.
C'est ce même ministre des Finances qui a parrainé le projet de loi C-27 qui s'est avéré augmenter la valeur des pensions vendues par la société du ministre Morneau Chappell. Lorsque le projet de loi a été déposé à la Chambre des communes, la valeur des actions de Morneau Chappell a bondi et il se trouve que le ministre Morneau détient encore des actions d'une valeur de 21 millions de dollars. Et j'ai déjà mentionné son rôle dans le scandale We Charity. Lorsqu'il a démissionné, il a prétendu qu'il partait travailler à l'OCDE. Ce n'était pas vrai, mais ce qui était vrai, c'est que les contribuables ont payé la facture de sa campagne ratée. J'ai toujours une question inscrite au feuilleton sur le coût réel, qui n'a toujours pas reçu réponse après 25 mois. Les médias ont rapporté que cette campagne bidon a coûté au moins 11 millions de dollars. Mary Ng a été reconnue coupable par le commissaire à l'éthique d'avoir accordé des contrats à sa meilleure amie. Dans le gouvernement Trudeau, ça veut dire qu'on fait semblant d'être désolé et qu'il n'y a aucune conséquence. Qu'en est-il de Seamus O'Regan? Le gouvernement a dépensé 180 000 dollars pour le défendre dans une affaire de diffamation. Et vous souvenez-vous d'Hunter Tutu? Il a dû quitter le Conseil des ministres pour faire face à des problèmes de dépendance. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il a déclaré que Justin Trudeau l'avait serré dans ses bras après qu'il lui révélé qu'il avait eu une relation inappropriée avec un membre de son personnel. Urjit Sajjan a été reconnu coupable d'avoir menti sur son rôle en Afghanistan. Mais cette joyeuse bande sait comment organiser une retraite ministérielle. Les 3 retraites sur l'accessibilité organisées à Charlottetown, Vancouver et Hamilton entre 2022 et 2023 ont coûté plus d'1 325 000 dollars. Écoutez, la vie est plus belle avec du homard et du vin blanc, surtout lorsqu'il s'agit de discuter d'abordabilité. Il n'est pas surprenant de constater tous ces manquements à l'éthique. Après tout, c'est le dirigeant d'une organisation qui donne le ton. Justin Trudeau ne croit pas que les règles d'éthique s'appliquent à lui. Alors, comment pourrait-il exiger que ses fonctionnaires, ses députés et ses ministres fassent mieux? En 2015, nous avons appris que Justin Trudeau facturait des organismes charitables pour ses interventions, même en tant que député. C'était une première, chers collègues. Un politicien en exercice qui fait payer les gens pour l'écouter parler. Lorsqu'il s'est fait prendre, il s'est excusé et a donné un chèque. Quelques semaines plus tard, il s'est à nouveau fait prendre. Il a facturé à la Chambre des communes des dépenses qui avaient également été remboursées par des groupes devant lesquels il s'était exprimé. Encore une fois, il a dit « Désolé, voici un chèque ». C'était un avant-goût de ce qui allait se produire. Qui peut oublier l'incident du « merci pour votre don » où l'attitude élitiste et condescendante du Premier ministre s'est manifestée au grand jour lorsqu'il s'est moqué d'un manifestant autochtone. Avant cela, il y avait l'incident du coude lorsque Justin Trudeau a écarté sa collègue députée Ruth Ann Brosseau parce qu'il était pressé de voter. Son temps était plus précieux que celui des autres et écarter les femmes, le Premier ministre n'hésite pas à écarter les femmes en tant que faux Premier ministre féministe. Cette attitude est conforme au comportement de Justin Trudeau lors de l'incident de Kokonie, au cours duquel il aurait tripoté une journaliste. Il a ensuite déclaré qu'il n'aurait jamais agi de la sorte s'il avait su que la femme était journaliste au niveau national. Je suppose que dans son esprit, il est plus acceptable de tripoter une femme qui n'est pas une journaliste nationale. Nous nous souvenons tous que notre Premier ministre a décidé qu'il s'agissait bel et bien d'une leçon, non seulement pour lui, mais aussi pour nous tous. Nous savons désormais que certaines personnes vivent les choses différemment. N'oublions pas les 3, 4, 5 incidents ou plus au cours desquels Justin Trudeau a s'est maquillé en noir parce qu'il trouve drôle de prétendre d'être noir. Nous ne savons pas combien de fois il l'a fait parce qu'il ne s'en souvient pas.
Il semble que ce soit un classique pour Justin Trudeau, l'humoriste, de porter du noir. Ce que nous savons, c'est qu'il aime voyager et ces voyages causent parfois des problèmes avec ses invités internationaux qui sont souvent contraires à l'éthique et coûtent toujours très cher aux contribuables canadiens. Il y a le cas de ses vacances, évidemment, sur l'île de l'Agakhan et à une station balnéaire de 80 000 $ par semaine en Jamaïque. Justin Trudeau ne voyage qu'en première classe et toujours aux frais de quelqu'un d'autre. À Noël dernier, les Trudeau ont profité d'une villa de 9 300 $ par nuit, d'une superficie de 5 000 pieds carrés, comprenant 6 chambres à coucher, une piscine et un jacuzzi privé, des majordomes, une gouvernante et un chef cuisinier. Après avoir initialement déclaré que M. Trudeau paierait de sa poche ses vacances familiales, le cabinet du premier ministre a admis que M. Trudeau et sa famille séjournaient en fait gratuitement. Et encore une fois, c'est une mauvaise habitude de mentir au public. L'arrogance de Trudeau a été mise en évidence lorsqu'il a expliqué avec un sourire que, je cite, « Comme beaucoup de familles canadiennes, nous sommes allés chez les amis pour les vacances de Noël. » Moi aussi, j'ai passé quelques jours avec des amis pendant les fêtes. Je pense qu'on avait commandé du poulet. Trudeau n'utilise pas ses riches relations uniquement pour obtenir des lieux de vacances dans le Sud. Il utilise la maison en bord de mer de millionnaire de Calgary lorsqu'il va faire du surf à Tofino. Cela lui permet de s'éloigner de tout et surtout de ne pas rendre visite aux Autochtones qui l'ont invité à la toute première journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Notre Premier ministre ne se contente pas de pratiquer des sports nautiques. L'an dernier, son voyage de ski dans le Montana a coûté plus de 230 000 $ aux contribuables canadiens. Je ne conteste pas le droit du Premier ministre de prendre des vacances en famille. Je sais qu'on aime tous voyager en famille, mais je ne me souviens pas des premiers ministres chrétiens, Mulroney, Martin ou Harper. Je ne crois pas qu'ils se soient rendus sur des îles de milliardaires pendant qu'ils étaient en fonction. Ils ont passé la plupart de leurs vacances à Harrington Lake. C'est logique que le ministre s'y rende. C'est près d'Ottawa et c'est déjà organisé pour la sécurité. C'est un peu comme Camp David aux États-Unis. Le gouvernement a décidé de dépenser plus de 11 millions de dollars pour rénover Harrington Lake, notamment pour rapprocher la maison secondaire plus près du lac. Mais Justin Trudeau ne se sert pas de la résidence du lac Harrington. Pourquoi? Les sénateurs se souviendront certainement de la prestation de Trudeau lors des funérailles de la reine Élisabeth, lorsqu'il a chanté les chansons de Queen dans son hôtel où il disposait d'une suite de 6 000 $ par nuit. Vous souvenez-vous que le sénateur Gould refusait de répondre à la question? C'était la suite d'une erreur commise par un membre du personnel qu'on a appris que c'était Justin qui dormait dans la grande chambre. Il a dépensé 61 000 $ pour participer à un sommet avec des artistes afin de discuter, tenez-vous bien, de la manière de mettre fin à la pauvreté. Quand on dépense 1,3 million de $ pour parler d'abordabilité, on peut dépenser 60 000 pour parler de la pauvreté. Le voyage en Inde de Trudeau en 2018 a été un véritable désastre. Il a amené un chef indien en Inde. J'imagine qu'il n'en avait pas sur place. Il a invité un terroriste à participer au voyage. Il s'est ridiculisé non seulement en apparaissant déguisé, mais en essayant d'être plus Bollywood que les stars de Bollywood elles-mêmes. Il a, à lui seul, provoqué une rupture entre le Canada et le pays le plus peuplé de la planète. Un aspect de l'héritage de Justin Trudeau qui devra faire l'objet d'une enquête approfondie est le suivant. Pourquoi la communauté chinoise de Vancouver a-t-elle financé ses campagnes à Montréal pendant des années? Il y a également beaucoup à apprendre sur toutes les transactions qui ont eu lieu à la Fondation Trudeau. Cette organisation secrète et nébuleuse a reçu 100 millions de $ de gens chrétiens. On pourrait penser que cela suffit pour faire tout ce que cette petite clique d'élitistes veut faire. Mais non, elle a accepté des cadeaux de personnages louches. Il est à espérer qu'un nouveau gouvernement fera la lumière sur la vérité dans cette organisation.
Une chose est claire sur Justin Trudeau. C'est le premier ministre qui a été reconnu coupable d'avoir violé la loi sur les conflits d'intérêts et il l'a fait à de nombreuses reprises qu'on ne peut plus compter. Le commissaire à l'éthique a recommandé que le premier ministre et tous les membres de son cabinet reçoivent une formation spéciale sur un comportement éthique et ce que contient le code d'éthique. Bien sûr, les libéraux croient qu'ils sont au-dessus de la loi et pensent que les règles sont faites pour les autres et ils ont donc fait fi des recommandations du commissaire. Chers collègues, je n'ai pas fini de détailler la liste des manquements à l'éthique et des fautes commises par le premier ministre, son cabinet et d'autres députés du parti. Mais même si je disposais d'un temps illimité, et je vais m'arrêter ici parce que je pense que vous avez compris. Je tiens à préciser que tous ces faits sont connus. Tous ces faits sont connus parce que certains journalistes et l'opposition conservatrice ont travaillé sans relâche pour trouver la vérité. Le gouvernement Trudeau a développé ce que le commissaire à l'information a appelé une culture du secret. Les sénateurs peuvent avoir un aperçu de cette culture du secret ici même au Sénat lorsque le gouvernement refuse continuellement de répondre aux questions qu'il juge gênantes. Les Canadiens appellent désormais la coalition NPD libéraux la coalition coûteuse qui cache les choses, car le NPD va toujours se joindre aux libéraux pour empêcher les comités parlementaires d'enquêter sur la corruption des libéraux. Ici au Sénat, l'opposition conservatrice a réussi, même si elle est nettement moins nombreuse, à faire la lumière sur toute cette corruption libérale. Je soupçonne que c'est parce que nous avons été si efficaces que le gouvernement prépare un plan visant à modifier unilatéralement le règlement du Sénat afin de réduire les pouvoirs de l'opposition. Ils sont tellement tannés qu'on découvre la vérité qu'ils ont décidé d'agir. Donc, chers collègues, préparez-vous à ça. Voilà ce que le leader du gouvernement a indiqué. On va enlever à l'opposition le pouvoir, on va réduire leurs droits. On va donner vos droits à ceux qui ne représentent rien. Les conservateurs appuient ou représentent 6 millions d'électeurs. Et on va continuer notre travail. Justin Trudeau restera dans la mémoire de tous comme le premier ministre qui a enfreint le code d'éthique à plusieurs reprises. On se souviendra qu'il a dirigé un gouvernement qui considérait les règles d'éthique comme de simples suggestions pouvant être écartées au profit de ce qu'il pensait être le plus grand bien. Permettez-moi de citer le premier ministre. Voilà ce qu'il a dit. Ça craint vraiment en ce moment. Vraiment, la situation est dure pour tout le monde, même au Canada. Nous sommes censés être polis et gentils, mais les gens sont fâchés. Fin de la citation. C'est ce que M. Trudeau a dit à New York à l'automne dernier. Oui, M. le Premier ministre, les gens sont en colère. Ils sont furieux de votre mépris des règles. Ils sont furieux que vous ayez l'audace en même temps de nous faire la leçon. Ils sont en colère contre votre signalement de la vertu qui vous donne un laissez-passer en matière d'éthique. Justin Trudeau, vous n'en valez pas le coup. Harry Truman avait une pancarte sur son bureau lorsqu'il était président des États-Unis qui disait « The buck stops here ». La responsabilité s'arrête ici. Justin Trudeau n'est pas Harry Truman. Il essaie de rejeter la faute sur tous les autres. Les libéraux vont essayer d'éviter, cacher les choses et mentir pour dissimuler tout leur manquement à l'éthique. Cela aussi rend les Canadiens furieux. Justin Trudeau quittera bientôt son poste de premier ministre.
soit parce qu'il peut-être finalement fera la bonne chose et démissionnera, ou parce que les Canadiens vont le rejeter à l'urne. Une chose est sûre, tous ces scandales feront partie de son héritage. Les Canadiens se tourneront vers Pierre Poilievre et les conservateurs du bon sens pour ramener l'intégrité et l'éthique au sein du gouvernement et au pays. Chers collègues, j'ai l'intention d'en dire plus sur ce que sera l'héritage de Justin Trudeau. Alors c'est pourquoi je propose l'ajournement du débat pour le reste du temps qu'il me reste. Merci.